ça et puis le tuba. Voilà, Ça, c'est bien, ouais. il y a un autre tuba, hein. Non, ouais, j'en avais pris deux au cas où, mais je la prends comme ça. On va voir quoi, le bonnet? Non, les lunettes, ça. Tuba. L'odyssée extraordinaire de Thierry Corbalan. Ce sexagénaire amputé des bras il y a plus de 30 ans a décidé de traverser la Méditerranée en monopalme. Thierry Corbalan est parvenu à relier Calvi à Mandelieu. Il multiplie les défis sportifs et les exploits avec une technique de nage qui force l'admiration de celles et ceux qui le rencontrent. L'attrait avec l'eau, c'est mes parents qui me l'ont dit plus tard. Mes parents m'amenaient régulièrement à la mer et je ne voulais jamais en sortir, quoi. Je piquais des grosses crises de colère quand mes parents m'obligeaient à sortir. J'ai vécu jusqu'à l'âge de 3 ans en Algérie. Je suis arrivé en France avec mes parents et on s'est installé du côté de Béziers. C'est pareil, comme on n'était pas loin de la mer, j'allais nager régulièrement, j'allais souvent à la piscine. J'étais toujours attiré par l'eau en fait. Bon, après j'ai fait plusieurs sports. Toujours aimé le fait de m'améliorer, d'essayer de devenir le meilleur possible. Donc j'ai eu ma ceinture noire à l'âge de 16 ans dans une compétition au championnat de France de cadet. Et puis après, bon, j'ai continué le judo. Bon, j'ai eu plusieurs titres en régionaux, en interrégion. Et puis après, j'ai eu des titres de vice-champion de France en police. Et donc le dernier, c'était la veille, pratiquement la veille de mon accident. Je travaillais à Cannes à l'époque dans la police et je faisais la sécurité au Palais des Festivals pour les artistes lors du 41e Festival international du film. Et après le travail, j'ai voulu aller manger un morceau dans un restaurant, mais bon, j'ai pas pu trouver de place pour stationner mon véhicule. Alors je me suis dirigé vers la rivière que je fréquentais régulièrement pour mes parties de pêche. Voilà, et là, je me suis installé au pied d'un pont de chemin de fer, j'ai commencé à pêcher. J'ai rapidement attrapé un poisson et puis après j'ai entendu un autre poisson qui chassait de l'autre côté. Donc j'ai voulu me rendre de l'autre côté de la rivière en empruntant le pont de chemin de fer. Et puis quand je suis arrivé sur la passerelle, un arc électrique s'est déclenché et j'ai été électrisé avec une ligne de 25 000 volts. À ce moment-là, bon, du coup, bien sûr, j'ai été électrisé. Là, et heureusement que j'ai un ami qui est intervenu assez rapidement, parce qu'il m'a trouvé inanimé au milieu de la voie ferrée et complètement en flammes. Je l'ai vu en travers des bois et il était en train de flamber. Donc je me suis vite précipité. Je suis là aujourd'hui devant vous, c'est grâce à lui, quoi. Donc dans un premier temps, il a éteint les flammes, il s'est jeté sur moi, puis après il a prévenu les secours, quoi. Il a sauté d'en haut du pont sur la première voiture qui passait, parce qu'on était en 1988, il n'y avait pas de téléphone portable, et donc voilà, les occupants de la voiture ont prévenu les secours, et c'est comme ça que j'ai été transporté à l'hôpital de Cannes. Puis comme c'était trop grave, j'ai pas pu être soigné à Cannes, et on m'a transporté à l'hôpital de Marseille en pleine nuit, en ambulance, et c'est là après que le chirurgien a décidé de me couper les bras, quoi. Et un orteil, parce que du coup le courant a traversé mon corps et est ressorti par le pied gauche. C'est pas le corps qui est résilient, parce que moi je ne retrouverai jamais mes bras, mais c'est l'esprit. Si l'esprit a de la résilience, si l'esprit accepte ce que nous sommes, le corps s'adapte.
Au début, je me suis dit pourquoi moi, et je ne comprenais pas pourquoi ça m'était arrivé. Alors à ce stade de la conférence, je pense que tous ici, vous pensez que j'ai pas eu de chance. N'est-ce pas? Mais bon, je ne vous cacherai pas que c'est ce que je croyais moi aussi au tout début. Mais au fil du temps, les difficultés que j'ai rencontrées n'ont fait qu'augmenter ma détermination. C'est sûr qu'au début, quand j'étais sur mon lit, je ne me rendais pas trop compte parce que bon, je ne m'étais pas vu encore physiquement. Et dès que j'ai pu me lever, que je suis allé dans la salle de bain, que je me suis vu devant un miroir, pour moi, ça a été très difficile, quoi, parce que j'ai vu mon nouveau corps et j'ai eu du mal à l'accepter. Ça a duré un jour ou deux, en fait. Et puis après, je m'y suis habitué parce que je me voyais tous les jours. Et une fois que j'étais habitué, ben, voilà, j'ai pu avancer. Parce qu'en fait, oui, pour avancer avec un handicap, il faut l'accepter, quoi. Parce que tant qu'on ne l'a pas accepté, on ne peut pas aller de l'avant. Et là, bon, après, je me dis que de toute façon, je n'avais pas le choix. Je l'ai accepté, puis j'ai continué à évoluer avec les moyens qui me restaient. Alors j'ai commencé à trottiner dans ma chambre, puis après dans les couloirs de mon étage, et puis après dans tout l'hôpital. Je parcourais tout l'hôpital en courant toute la journée, et bon, je passais un peu pour un fou, mais moi ça me permettait d'une part de reprendre le sport, ça me permettait d'oublier mon handicap et de me sentir bien. 20 premières années après mon accident, j'ai fait de la course à pied, oui, je courais tous les jours. Au début, j'avais couru un peu en handisport, puis bon, j'avais fait une place de 3e au championnat de France, mais après j'ai arrêté de faire du handisport, je préférais courir avec les coureurs valides. Après, j'avais pas de prix parce que je ne pouvais pas rivaliser avec les valides, mais par contre, j'arrivais à avoir des bons classements, quoi. Avec les valides, j'ai réussi à faire des belles performances, j'ai fait des performances meilleures que quand j'avais mes bras, parce que je suis arrivé à faire 3h04 au marathon, 1h21 au semi-marathon, donc j'ai fait quand même des performances honorables sans les bras. Et puis j'ai essayé, voilà, toujours de m'entraîner un peu plus, de m'améliorer, de trouver la solution pour devenir meilleur. Le judo, je pense que ça m'a aidé à me reconstruire, à rebondir, à supporter la douleur, parce que bon, quand on fait du sport à haut niveau, forcément on passe par des moments difficiles, et puis en plus on se les impose, ces moments difficiles, hein. Donc oui, ça m'a aidé. Bon, puis après ma jeunesse aussi, parce que bon, j'ai vu mes parents quand même galérer dans leur vie, parce qu'on était en Afrique du Nord, puis là ils sont arrivés en France, ils n'avaient plus rien, ils étaient obligés de rebondir, de tout reconstruire, hein. Donc moi, toute ma jeunesse, j'ai vu mes parents dans la difficulté, mais qui ont tout fait pour s'en sortir. Et donc je pense que ça m'a aidé aussi, oui, parce que je pense souvent à eux dans ces moments-là, dans ces moments difficiles. Le fait d'avoir été résilient lors de traumas antérieurs crée aussi une force inhérente à sa personnalité. Le fait d'être déraciné de l'Algérie, qui sont quand même ses racines, eh bien ça crée en soi une force intérieure, cette capacité à s'adapter et parfois même à nourrir la joie pour subsister. Tout comme le fait que par la suite, il ait rencontré l'amour et qu'il ait été quitté par cette femme qui semble voilà, être la personne qui est la plus à même de l'aider à se dépasser et à donner le meilleur de lui-même. Et après, bon, ce qui m'a permis aussi de tenir le coup, ça a été mes enfants, hein, parce que bon, du coup, j'ai voulu aussi rester en vie pour mes filles, pour les voir grandir, donc ça m'a beaucoup aidé. Bon, puis après bon, j'ai rencontré Patricia, hein. Quand j'ai rencontré Patricia, alors là, c'était, voilà, je devais la rencontrer et c'est elle qui m'apporte, qui me permet de faire tout ce que je fais. Et je pense que c'est vraiment à partir du moment où j'ai rencontré Patricia que j'ai évolué encore plus et que je me suis senti encore moins handicapé qu'au départ, quoi. Allez, ma chérie, t'inquiète pas. Attends, j'arrive. Hein? Oui. T'inquiète pas, ça va bien se passer. Je sais que ça va bien se passer. Ouais, je ne sais pas comment dire. Patricia, c'est plus de 50% de ce que je suis, quoi. C'est quoi ça? Parachute. Ah, c'est vrai que j'ai sauté en parachute. C'était le 20 septembre 1997. Ouais. Bon, là, j'emmenais pas large en bas. Hein.
Ça commençait déjà, j'ai commencé à te faire de l'inquiétude. Et alors, si mes souvenirs sont bons, tu as sauté en parachute. Donc là, on voit avec le moniteur, avec les accompagnateurs. Voilà. Et oui. Qui nous a mariés. Ouais. L'adjoint au maire Du Canet, qui ouais. nous a mariés. Ouais. Cool, hein? Il a sauté en parachute avec toi. C'était bien ça. J'ai eu la chance de rester dans la police. Après, bon, bien sûr, on m'a reclassé dans les bureaux, puisque avant j'étais sur le terrain. Et puis j'ai commencé à travailler au standard, et puis après à l'informatique, et j'ai fini ma carrière au service informatique. C'était une amie qui avait l'habitude de le faire manger. Moi, de temps en temps, j'allais avec eux. Et un jour, elle me dit, j'ai un gros souci, il faut que tu viennes, je dois partir. Oui, pas de souci, donc je viens, j'y vais. Je fais manger Thierry, et puis... et puis voilà, coup de foudre, quoi. On ne s'est jamais pu quitter. En fait, elle me voit une personne comme tout le monde. Hein. Et ouais, puis c'était le coup de foudre. Hein. Je crois qu'on était fait l'un pour l'autre. Je n'ai jamais vu le handicap chez Thierry. Depuis toujours, et vraiment c'est sans mentir, depuis toujours, j'ai jamais vu Thierry sans les bras. J'ai commencé à nager dès que j'ai eu des problèmes de genoux, que je ne pouvais plus courir. Bon, après, j'ai toujours aimé nager, j'ai toujours été aquatique. Donc, j'ai commencé à nager. Puis après, je me suis aperçu qu'avec des palmes, je pouvais nager avec les nageurs valides. Et donc, j'ai eu l'idée de faire une première course. Donc, j'ai fait une course dans le golfe d'Ajaccio, en Corse, une course de 7 km. Et donc, j'avais pas trop d'expérience. Et bon, on était 14 coureurs, je crois, et donc je suis arrivé 8e. C'était que des valides, hein, puis que des nageurs qui nagent avec des palmes aussi. Donc je me suis dit, tiens, c'est pas mal, quoi. Donc, et j'ai eu l'idée de continuer, de m'entraîner de plus en plus. Je me suis dit, peut-être que si tu t'entraînes plus, tu peux t'améliorer. Donc je me suis entraîné un peu plus, et l'année d'après, j'ai refait cette course et j'ai fini premier. J'ai gagné la course au milieu d'une vingtaine de nageurs valides. Et là, c'est venu aux oreilles du président de l'association Bout de Vie en Corse, Franck Bruno. Il a une association qui aide les personnes amputées. Donc il organise des stages de plongée. Donc Franck m'a invité à son stage. Et lors du stage, bien sûr, il a constaté que j'étais aquatique. Et c'est lui qui m'a proposé de faire le premier défi et de traverser les Bouches de Bonifacio pour son association. Et c'est venu comme ça. J'ai fait ce premier défi, j'ai fait 16 km. J'ai nagé pendant 5h37 minutes. Et après, j'ai eu beaucoup de retours, beaucoup de personnes qui m'ont dit que ce que j'avais fait, c'était bien, ça pouvait aider les autres. Alors ça m'a donné l'idée de continuer, de continuer à faire des défis pour montrer que les choses étaient possibles. Et à partir de ce moment-là, tous les ans, je me suis imposé un défi de plus en plus long. Et ce soir, je me sens tout petit parce que Thierry, qui est un ancien adhérent de Bout de Vie, qui est toujours adhérent de Bout de Vie, mais qui a fait le stage de Bout de Vie, s'est transformé en une personne hors norme. Et bien, il démontre une fois de plus que quand on a envie de faire des choses, les limites n'existent pas. On ne dépasse pas ces limites, on les découvre. Et donc, le message que je voudrais passer à tout le monde, soyons des découvreurs de limites. J'ai toujours essayé de faire des défis, mais qui est un symbole. Bon, en fait, déjà, c'était en Corse. Bon, voilà, à l'époque, j'habitais en Corse. L'île d'Elbe jusqu'à Cisco en Corse aussi. Là, j'avais fait 60 km, mais c'était par rapport à Napoléon. Hein, Napoléon qui avait été sur l'île d'Elbe. Après, j'ai fait le défi Monte Cristo, c'était par rapport au roman d'Alexandre Dumas, Le Comte de Monte Cristo. 80 km à la nage entre Monte Cristo et Bastia, un soleil brillant, une météo clémente, c'est pourtant une mer un peu agitée qui accueille Thierry dès 8h du matin. Des conditions qui persistent pendant les 15 premiers kilomètres, ce qui n'empêche pas le nageur de progresser à une moyenne de 4 km/h, que ce soit en monopalme ou en bipalme. Au début, je pense à des tas de choses. Je pense à des choses de la vie, je pense à Patricia, je pense
aux amis, tout ça. Et vers la fin, j'écoute mon corps. Parce que j'ai tellement mal partout que j'essaie de trouver une position où j'ai moins de mal. Allez, Thierry. Allez Thierry. Allez, merci. Allez Thierry. Allez, c'est parti. Du plaisir et puis de voir tous ces gens là, c'est que du bonheur. Là, on est pas mal. Ouais. C'est bon. Merci. Au départ, je nageais qu'en mer. Je ne faisais pratiquement que des défis. Donc j'avais des entraînements qui étaient surtout basés sur la longue distance. Et depuis que je fais des compétitions en piscine, les entraînements ont quand même changé parce que j'ai plus de séances de fractionnés. Je suis sur différentes distances, 50, 100 mètres, 200 mètres. J'ai rencontré des gens qui étaient doués dans cette discipline, mais par contre des gens comme Thierry qui avaient un handicap, je n'en avais jamais rencontré, oui, effectivement. Donc il porte bien son nom d'homme dauphin. C'est assez époustouflant ce qu'il arrive à faire. Comme il me dit souvent, ce qui m'est arrivé, c'est peut-être le destin pour que j'arrive à faire ce que je fais maintenant. Parce que peut-être que s'il n'avait pas eu cet accident, il n'en serait pas là maintenant non plus. Pour moi, c'est vraiment une source d'inspiration et beaucoup de gens devraient s'en inspirer, surtout nos jeunes. Salut Lulu. Oh Thierry. Ça va. L'hiver, je nage à la piscine de Dax, qui est plus près de chez moi, et l'été, je nage pratiquement qu'ici au lac d'Ossegor, parce que c'est l'endroit le plus près que j'ai trouvé de mon domicile et qui me met dans les conditions de l'eau libre. Tu vas nous semer comme d'hab. Mais non. On sait plus ce qu'il faut faire. C'est un entraînement collectif. Et si tu triches, je te tape sur les doigts. Bon, je te promets, je ne me sers pas des bras. T'as compris? Tu ne sers pas des bras, hein? Triche pas. Il avance très vite avec sa monopalme. Au début, j'ai essayé de le suivre, j'y arrivais et à la fin, il a vraiment tracé, il va très vite. Ouais. Et Thierry faisait une dédicace de livres. J'étais curieux de voir, curiosité un peu malsaine, mais de voir comment il allait dédicacer, quoi. Donc je lui ai acheté son livre, qui m'a signé avec un beau dessin. Et puis on a discuté, il venait de s'installer dans la région. Il m'a parlé de ses activités aquatiques nombreuses. Et je lui ai dit, tu devrais faire du surf. Après, il s'est mis au surf grâce à l'association Andy Surf, à Hendaye, qu'il avait invité à témoigner et qui lui a fait essayer. On a fait pas mal de sessions ensuite ensemble. Il a adhéré à notre club de surf militaire à Bayonne. Et puis il a fini par faire les championnats de France de surf, où il a ramené un titre en parasurf en catégorie Prône 2. Quoi. Il était d'emblée à l'aise dans les vagues et c'est vraiment bluffant. Et d'autres grands surfeurs d'ici le disent. Peyo Lissarassou, Pilou Ducalme, tout le monde a été bluffé. Jean-Marc Saint-Jour à Andy Surf, première vague, et déjà il partait en travers. Et son sens aquatique, moi c'est ce qui m'impressionne le plus à l'eau. Et là pareil, au début on le poussait. On continue de le pousser de temps en temps, mais son souhait, c'était vraiment de partir tout seul sur une vague. Et il y arrive.
super conditions et des bons amis surtout, de bonne aide. Et puis, non, c'était une journée magnifique, franchement. Oui, l'eau, c'est Thierry, quoi. C'est pas pour ça qu'on l'appelle pour rien le dauphin. Je m'entraînais régulièrement sur une plage qui s'appelle Stagnola en Corse du Sud, près de Portici. Et sur cette plage, Pascal Olmeta, l'ancien footballeur, avait une paillote. Et quand il me voyait passer, chaque fois il me voyait passer, tous les matins, et il m'appelait Delfinou, qui veut dire dauphin en Corse. Et du coup, ce surnom m'est resté, et tout le monde en Corse m'a appelé comme ça, Delfinou, enfin le dauphin en Corse. Et voilà, et puis ce surnom m'a collé à la peau, et me colle encore à la peau, même si je suis dans les Landes. C'est ça qu'il va falloir qu'on ait à l'œil le joystick pour qu'il aille pas trop loin dans l'extrême. C'est magnifique. Fais gaffe, hein. Fais gaffe. Allez, hein. C'est beau ça. On l'a fait, hein. On l'a fait. C'est bon. Mais à partir de 2020, quand j'ai fait mon dernier défi, pour moi, ça a été le plus beau parce que, bon, symboliquement, je suis revenu sur les lieux de mon accident. Et cerise sur le gâteau, je suis arrivé le jour de l'anniversaire de la personne qui m'a sauvé la vie, Daniel. Donc pour moi, ça restera mon plus beau défi. D'ailleurs, en plus, ça a été aussi une raison pour laquelle j'ai voulu que ça soit le dernier, parce que je pense que je pourrais jamais rien faire de plus beau que ce défi-là, quoi. Ouais, mais lui, il était costaud parce que lui, il aurait eu. Je travaille en Corse de manière régulière, je suis sauveteur là-bas, chef de poste. Et j'ai rencontré Thierry par l'intermédiaire d'un autre chef de poste qui en avait marre de voir Thierry nager devant son poste et prendre des risques avec la navigation. Donc il lui a conseillé de venir sur ma plage qui était beaucoup plus propice à la nage, à faire du longe-côte. On a vite fait connaissance quand il faut habiller quelqu'un pour aller nager. Donc on passe vite dans l'intimité. Et donc voilà, et ça s'est fait comme ça. Mais ça a été une rencontre vraiment fantastique. Donc il fallait quelqu'un qui était capable de ramer, de faire le kayak, de le suivre. Donc voilà, je me suis débrouillé. Je suis venu me greffer en l'espace de 4 semaines, le temps de poser mes congés, de trouver un billet d'avion. Et c'était hors de question que je loupe ça, quoi. J'ai fait 195 km et j'ai nagé 10 heures par jour pendant 6 jours, quoi. En fait, j'ai fait environ 33 km par jour, quoi. Et après, voilà, j'ai eu des moments très difficiles, surtout au début, parce que la mer était mauvaise, il y avait des vagues, du courant contraire. Donc les premiers jours, ça a été très compliqué parce que j'avais du courant contraire, donc j'avançais pas vite. Donc j'avais pris énormément de retard sur le délai que je m'étais fixé. Comme je voulais arriver le jour de l'anniversaire de mon ami, ça a été très compliqué. Et après, heureusement que les conditions ont changé et j'ai pu réussir à rattraper le retard que j'avais emmagasiné au départ. Après, bon, j'ai eu des blessures, hein, j'ai eu des ampoules aux pieds. Mais après, voilà, comme souvent, après quand je nage longtemps, mon corps se met un peu en hypnose. J'arrivais à supporter la douleur qui était incroyable, hein, parce que bon, j'avais les pieds qui étaient vraiment en sang.
Alors, dès que je me mettais à l'eau, j'avais énormément mal, mais après, une fois que je nageais, j'étais en hypnose, je pensais à autre chose et je ne sentais plus la douleur. Je ressentais la douleur quand je remontais sur le bateau, que j'enlevais les palmes, en fait. Il serait temps quand même que je me nourrisse. Une petite sirène qui t'a tapé dans l'œil ou quoi? Qu'est-ce que tu sens là? Bien. Bien? Bien. Bien? Pas Bien. de nausée? Mieux qu'à midi. Enfin ouais, ça va. Bon, c'est le mer calme que tu as pris. Ouais, non. Tu sais que bon, t'as de la chance que ça se couche parce que je voulais nager 6 heures. Hein. Mais bon, j'ai vu que tu faisais des ronds là, donc j'ai dit bon, je vais rentrer parce que je vais l'inquiéter. On n'a pas le droit. Le plus dur, ça a été suivre Thierry. Parce qu'il a fallu, j'ai suivi parce que j'étais tout le temps en kayak avec lui. Parce que s'il y avait un souci, il fallait être capable de le sortir de l'eau à l'instant T. Et le suivre, c'est-à-dire rester sur le kayak pendant tout le temps où il nageait. Et c'est pas une position très confortable quand on reste 8 heures, 9 heures même assis dans un kayak. Voilà. Mais après, bon, c'était quand même des grands moments. Hein. Je regrette en rien, même si j'en ai chié au niveau du dos. Mais je t'assure que je n'ai jamais regretté un seul moment. On a été inquiet à des moments parce que c'était long. C'est long et puis physiologiquement, nager comme ça pendant 8 heures et retrouver la position verticale ensuite, ça avait occasionné à plusieurs fois, il faisait des malaises. Donc on était un peu inquiet là-dessus. En plus, il a chopé le mal de mer d'entrée, donc il avait des problèmes d'alimentation, il brûlait beaucoup. Quand on faisait après un petit bilan le soir, on les prenait quelques constantes au niveau température. On voyait il était toujours, quand il remontait sur le bateau, il était toujours en hypothermie. Il avait cette température corporelle qui descendait. D'ailleurs, on a eu du mal même un soir à le réchauffer parce qu'il nous a fait un petit malaise. Et après, on avait vraiment du mal à récupérer la température. Donc il a fallu trouver des trucs pour le réchauffer. Je ne sais pas où c'est qu'il a été pioché cette énergie. Moi, il m'étonnait tous les matins. Tous les matins, il m'étonnait parce que le soir, on voyait quand il se couchait qu'il était vraiment fatigué. On restait à côté de lui, tout pour voir si ça allait, s'il arrivait à se réchauffer. Et le matin, nous, on se couchait aussi parce qu'on était vraiment entamés. Enfin, moi, personnellement, j'étais vraiment entamé. Et je me rappelle tout le temps, quoi. Je me réveillais et j'entendais une petite voix. Christophe, tu dors? C'est Thierry. Je dis, c'est pas possible. C'est pas possible, il est déjà. Ouais, on va se lever. Ouais, Thierry, ouais. Quelle heure il est? Tous les matins, il m'étonnait de l'énergie, quoi. Et puis c'était le premier, et puis la patate physiquement, et puis mentalement, quoi. Il était partant. Bon, aujourd'hui, on va faire une grosse journée, on va faire ça. Alors là, on va faire une petite pause. Il commençait déjà, et moi, il m'étonnait. Franchement, il m'étonnait. Mais moi, à aucun moment, j'ai eu l'idée d'abandonner. Bon, c'est peut-être mon défaut aussi, parce que des fois, je sais pas m'arrêter, quoi. Du coup, t'es soulagée qu'il arrête un petit Oui. peu ce défi? Pour le dernier défi, je lui ai dit, écoute, ça serait bien que ce soit le dernier. Bon, après, je ne l'ai pas non plus forcé, pareil. Hein. Ça clôturait tout ce qu'il a fait. Et oui, parce que celui-là, il était costaud quand même. Hein. Quand il est arrivé, avant qu'il arrive, j'avais dit « je n'irai pas dans l'eau ». Promis, je n'irai pas dans l'eau. Évidemment, j'étais habillée, chaussures, tout. Et quand il est arrivé, ça explose, quoi. Et j'étais obligée. Enfin, j'étais pas obligée, mais ça s'est fait naturellement. Et puis, ça faisait 6 jours qu'on ne s'était pas vus et on n'a jamais été séparés. Ouais, rien que d'en parler, déjà, je vais avoir les larmes aux yeux, quoi. Déjà, revoir Patricia, j'attendais avec impatience de revoir Patricia. J'étais fier de l'avoir réussi. Et puis, bon, je voulais voir mon ami aussi, pour lequel j'avais quand même fait ce défi. Daniel, quoi, parce que pour moi, Daniel, c'est la personne qui m'a sauvé la vie, c'est mon grand frère. Bon anniversaire, il pouvait pas arriver plus tôt. Alors, tiens, ça s'est bien passé. Ouais, super. Ça a été dur, mais ça va. Mais je suis fier. Je voulais te faire ce cadeau et je suis fier de l'avoir fait. Merci, mon frère. Merci, mon Dieu. C'était magique, quoi. C'était vraiment. Et en plus, je suis arrivé sur une plage qui s'appelait la plage des Dauphins. Donc, comme quoi les symboles.
accompli à deux, pour l'autre et pour un grand nombre de personnes. Et c'est ce que ça respire, et ça c'est extrêmement touchant. Mais au niveau du cerveau, en fait, le cerveau est l'un des chefs d'orchestre qui va sécréter une multitude d'hormones. Le système donne, il y a la dopamine, voilà, ce qui nous dope, l'ocytocine, qui est l'hormone de l'attachement. Donc il est vrai que quand on est porté par l'amour de quelqu'un d'autre ou qu'on se donne comme résultat, comme c'est le cas de Thierry, d'aller à la rencontre de l'ami qui l'avait sauvé lors de ce drame, forcément l'hormone de l'attachement, l'ocytocine, était réellement présente. Il y a la sérotonine, voilà, ces hormones voilà, de la relaxation et qui sont en lien d'ailleurs avec les endocannabinoïdes que nous allons produire. Tu as enfin le système des endorphines en fait, qui crée un état de détente et de flow. Lorsque je vais travailler moi en hypnose thérapeutique, les personnes sont allongées, cela permet un état de dissociation, voilà, d'aller explorer des espaces mentaux pour aller mieux résoudre les nœuds traumatiques. Or, la grande différence de l'exploit sportif de Thierry, c'est que son corps était en action, donc c'est ce qu'on va appeler l'état de transe, l'état de flow, où finalement la force mentale est-elle réassociée au corps en mouvement pour lui permettre de donner le meilleur. Donc cet état de flow, de transe, il est tout de même maintenu par des tips en amont, d'avoir une visualisation positive, se voir gagnant et de sentir que l'échec n'est même pas envisageable et bien sûr extrêmement porteur. Le fait de compter, le fait de chanter, le fait de se donner des petits objectifs par des petits pas lors de la préparation et pendant l'action est extrêmement porteur, plus que 10. Et puis de continuer, recontinuer, en fait, c'est ce qu'on appelle la philosophie des petits pas, la capacité d'agir dans l'instant présent, puisque finalement, ce qu'on partage, et je pense que ce type d'exploit est réellement accompli par cette capacité d'associer, encore une fois, le corps, le cœur, le cerveau, pour rejoindre la pleine conscience de ce qui se passe là, dans l'instant présent, et qui serait un éternel présent. La morale de l'histoire, c'est que la limitation physique permet justement d'aller trouver un au-delà dans la force mentale et spirituelle, qui permet d'accomplir des miracles quasiment. Mais le mental, je pense que je l'ai tout le temps eu, quoi. Je n'ai pas eu besoin de préparation spécifique. Après, mon corps, je me suis beaucoup entraîné, quoi. On va croire que j'en fais pas, il y a de la poussière. Hein. Je m'entraîne 3-4 fois par semaine en piscine et 2-3 fois à la maison à travers du vélo, des abdominaux, du gainage. Travailler les cuisses parce que voilà, c'est un mouvement que je fais quand je nage en fait, c'est de pouvoir propulser ma monopalme. J'ai un petit rituel d'ailleurs qui m'a été conseillé par mon ami Louis Pincy. Louis Pincy, c'est lui qui m'a vraiment permis de progresser en monopalme. Et Louis m'a toujours dit, la veille d'une course, il faut manger une pizza au chorizo et tu verras, le lendemain tu seras bien. Donc c'est ce que je fais depuis des années et effectivement j'ai toujours une bonne réussite. Bon. Oh, il y aura un gros coefficient, hein, le 13, 90. Ça va dépoter. Tout ce que j'ai pensé pouvoir faire, j'y suis arrivé. Après, il est évident qu'il y a des choses que je sais très bien à l'avance que je ne pourrais pas faire. Mais ça, après, je ne m'en occupe pas, j'y pense pas. Ça ne me pose pas de problème. Mais quand quelque chose me paraît accessible, si je décide de le faire, en général, j'y arrive. Pour mettre la ceinture, j'ai développé un système voilà, j'attrape la ceinture, je la mets le long de mon corps et après je la crochette sur un crochet là, que j'ai fait faire, qui est directement fixé sur l'attache ceinture. Et après pour l'enlever, avec mon bras, pareil, je peux l'enlever. On va faire un petit entraînement au lac d'Arécy avec le club. Voilà. Monsieur, donne-moi la pogne, Thierry, depuis le temps que je t'ai pas vu. C'est Hercule de Milo. C'est pas la Vénus de Milo, c'est Hercule de Milo. Allez, c'est parti. Là. Bon, la palme, on verra après. Ouais. Tac. Alors, la combat.
Le problème avec Thierry, c'est que comme il est très autonome, c'est-à-dire qu'il se débrouille vraiment par lui-même, tu ne sais pas à quel moment lui proposer ton aide pour lui venir en aide justement. Et donc tu oublies son handicap parce qu'il a son autonomie et assez rapidement tu le laisses se débrouiller. Mais il y a quand même des moments où tu dis, bah non, là, je lui apporterais quelque chose si je l'aidais. Voilà, ça ressemble à ça. C'est une simple emboîture, voilà, avec un stylo au bout. Au fur et à mesure, quand j'ai commencé à évoluer, à faire de plus en plus de choses, parce qu'en fait, c'est sûr que je n'ai pas été autonome dès le départ, mais chaque jour, je faisais des choses différentes et je m'apercevais que, en fait, chaque jour que je passais, même dans la difficulté, c'était de l'expérience. Donc le jour d'après, je redémarrais, bien sûr, avec le même handicap, mais avec de l'expérience en plus. Alors petit à petit, j'ai évolué et puis un jour, je me suis retrouvé dans un centre de rééducation face à un jeune qui avait été amputé aussi et qui vivait mal son handicap. Et à travers un discours que j'ai eu, à travers le fait qu'il m'a vu, parce que lui il était amputé d'un bras, moi j'étais amputé des deux bras, donc lui déjà il a réalisé qu'il avait quand même de la chance. Et j'ai réussi à le sortir de l'état qui le plongeait vraiment dans le désarroi. Et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que peut-être j'étais arrivé, enfin pas arrivé sur Terre, mais que cet accident m'était arrivé pour que je puisse aider les autres et que peut-être c'était pas un hasard si j'avais eu cet accident. Et à partir de là, je pense que ma mission a été d'essayer de montrer que les choses étaient possibles pour donner espoir aux gens, valides ou pas. C'est quelque chose qui me plaît, quoi. C'est quelque chose qui me plaît de transmettre, voilà. Et puis quand j'ai des retours en plus, ça fait plaisir. Je suis Stéphane Tedeschi, et puis là, aujourd'hui, vous êtes dans ma salle de sport préférée. Voilà. C'est que j'ai fait un AVC en 1995 je me suis retrouvé avec des séquelles importantes. Je n'ai pas su après mon coma que quand je me suis réveillé, on m'a appris que j'étais hémiplégique. Je ne connaissais pas le mot non plus. Et en fait, c'est tout mon côté droit qui a été paralysé, où j'avais le visage était défiguré aussi, tout le symptôme de l'AVC, quoi. Et surtout que là, mes jambes ne me portaient plus, mon bras était tout mou, quoi. Et donc là, je me suis dit, ma vie était foutue, alors que j'étais quand même majordome. Donc du jour au lendemain, ma vie a basculé, quoi. Et toucher le physique, c'est quand même assez dur. Et un jour, je vais sur Facebook, je dis, si lui peut faire des choses, moi avec mon demi-corps, je peux faire des trucs. Et je me suis dit, Thierry, il habite la Corse, et pourquoi je ne ferais pas le GR20? Il faut savoir que juste avant le GR20, 15 jours avant, j'ai appris que j'avais un cancer, et que mes médecins ne voulaient pas que je le fasse. Et j'ai dit, ouais, mais c'est trop tard, tout est calé, donc je le fais, et les traitements, on le fait après. Tout ce que chimio et rayons, on fera après. Et c'est ce qui s'est fait. Mais en attendant, je l'avais dans la tête, maintenant que je le savais, et ça m'a perturbé sur mon ascension, quoi. Mais j'ai pu faire 2-3 étapes sur le GR et ça m'a plu. Je sortais de l'eau, de l'entraînement, et lui, il était assis à une paillote, un café à la main gauche, hein, et bien sûr. Et voilà, donc on a très directement, il s'est créé quelque chose entre nous. Franchement, je pense que ça a fini par plus de l'amitié, c'est plus de la fraternité entre nous. Pour agrandir le corps. Et après, voilà, vous marchez. Des petits pas Voilà, sur la pointe des pieds. D'accord. Essayez. Mais après, moi, le handicap, c'est chaud.
Il est fou ce mec. Et moi je le suis. Et moi je te suis en plus de ces gens. Thierry, ça a été, c'est mon mentor, hein, c'est mon frère. Je me dis à chaque fois, c'est mon repère. Thierry, c'est comme une boule d'énergie en fait. Il la transmet. Et là, il y a l'émotion qui monte parce que c'est assez puissant. Et en fait, Thierry donne. Moi, il m'a porté, quoi. Et ça a été le petit coup de pied aux fesses qui a fait que j'ai fait d'autres choses. Toujours quelque part dans ma tête, de toute façon, ça, c'est clair. Hein. Si Thierry le fait, moi, je le fais. Le handicap, c'est juste une question d'adaptation, en fait. Hein. On peut tout adapter. Et il faut bricoler des trucs, des machins, mais il faut être astucieux, mais c'est rigolo, quoi. Et je vous dis, là, moi, je pars bientôt là, en rando. Après, je fais toujours du vélo couché. Il faut adapter aussi son sport à son handicap aussi. Hein. Je ne vais pas faire du vélo classique. Je sais que je n'ai pas l'équilibre. Je suis fier parce que bon, c'est ce pourquoi je milite depuis le début, hein, depuis de nombreuses années. Je milite pour ça, pour essayer de montrer que tout est possible. Ouais, je vais prendre une photo près du portail parce que le 23, c'est quand même mon chiffre fétiche. Et hop là! Et voilà, ben chez toi, pour la première fois. Oh ben c'est facile. T'as trouvé la route? Numéro 23, c'est facile. Oui. Donc moi c'est Kevin. J'ai rencontré Thierry suite à un accident de moto. Et en fait, j'avais un ami commun avec Thierry et il m'a dit ouais, il faudrait que tu parles avec Thierry Corbalan. Et j'ai dit ok. Et donc j'ai pris mon téléphone, j'ai cherché Thierry sur Facebook et mais il m'a répondu tout de suite. Il m'a dit je t'appelle lundi et il est venu me voir au centre de convalescence. Donc j'avais les deux bras cassés, j'étais comme ça, plâtré de partout, attelle à la jambe, à la cheville, corsé. Vertèbres fracturées, tout ça. Donc j'étais en 1000 morceaux. Je vois Thierry rentrer. Ouais, c'est... Quand on n'est pas bien, ça fait toujours plaisir. Voilà. Il y a une phrase qui m'a beaucoup marqué, c'est quand il explique dans son livre je ne pourrais plus prendre ma fille dans mes bras. Ça, c'était dur à lire. Je me suis dit, waouh, j'ai les bras cassés, mais quand ils vont aller mieux, je vais quand même pouvoir prendre ma fille dans mes bras. Je me suis dit, ouais, j'ai de la chance. À quelque part, c'est un fait, il y a eu l'accident, faut se relever. On ne s'aperçoit pas, mais des fois, nous, en faisant des choses qui nous paraissent simples, ça peut apporter énormément aux autres. Oui. Et voilà, alors que nous, ça ne nous demande pas beaucoup d'efforts parce que c'est notre quotidien, c'est notre naturel. C'est ça. Mais quand on a un retour, c'est vrai que ça fait plaisir. Je peux te rejoindre là-dessus, pratiquant de la magie depuis tout petit grâce à mes parents qui sont du métier. C'est vrai que des fois, même que ce soit au centre de rééducation ou que ce soit dans la vie de tous les jours, ça m'arrive de prendre mon jeu de cartes et de faire un tour de magie. Et j'ai pas l'impression de faire grand-chose. Mais on voit les gens avec les étoiles plein les yeux et on voit que ça fait du bien. On se retrouve avec des cartes à l'envers, à l'endroit, à l'endroit, à l'envers, à l'envers, à l'endroit. Et donc du coup on se retrouve avec des cartes comme ceci, retournées, à l'endroit, à l'envers, à l'envers, à l'endroit. C'est le gros bazar dans ce paquet, tu vois, par exemple. Et donc du coup ce qu'on va faire, on va poser le jeu là. Et juste en claquant des mains, toutes les cartes se remettent à l'endroit. On va vérifier. Elles se remettent toutes à l'endroit. Et puis alors ce qui est vraiment curieux, c'est qu'il y en a une qui se remet pas à l'endroit. Celui des cartes. Et je crois bien que c'était ta carte. Et moi j'ai eu l'accident le 23. Mais 23 mai, ma fille est née le 23 septembre. C'est dingue, hein. Oh, tu vas obligé de faire des petites parts, hein. Merci. Ouais, non, tu... Regarde. J'ai une grande bouche, hein. Ouais, Luigi, ouais, non, tu donnes pas à manger à ta fille, oui, là. Hein. C'est pas trop gros? C'est un peu... Ouais, non? Dis-moi, hein. Maintenant, ça fait 37 ans, je ne m'en rends pas compte, quoi. Donc non, moi je suis beaucoup plus heureux. Et puis je fais des choses que j'aurais certainement pas faites si j'ai pas eu cet accident. Si ça n'avait pas été pour montrer que les choses sont possibles, j'aurais jamais fait ces défis. Mais ça m'a beaucoup donné envie d'aller de plus en plus loin, quoi, de montrer que les choses sont possibles si vraiment on le veut vraiment, si on se donne les moyens.
Et il faut arrêter de penser à tout ce qu'on ne peut plus faire. Et puis arrêter de se dire pourquoi moi, pourquoi ça m'est arrivé, parce que de toute façon on n'aura jamais la réponse. Et puis essayer d'aller de l'avant et puis de réfléchir à tout ce qu'on peut faire et comment on peut le faire et trouver des solutions. Et pas rester dans la tristesse, dans le malheur et essayer de trouver des solutions pour aller de l'avant. Et puis des fois, il faut un peu de temps. Je leur dis surtout, il faut avoir de la patience parce que des fois, on voudrait avoir les choses tout de suite. On voudrait se remettre en selle tout de suite, mais non, il faut y aller petit à petit. Et puis, chacun choisir la direction qui nous convient aussi. Parce qu'on n'est pas obligé forcément de prendre la même direction. Même avec le même handicap, les gens ne prennent pas forcément la même direction. Les gens font des choses différentes. Alors je vois, moi je suis parti en course à pied, natation, mais après il y en a qui ont peut-être fait de la peinture, du tir à l'arc, enfin moi le tir à l'arc ça va être compliqué, mais bon, quoique, j'en ai déjà vu Sambra qui faisait du tir à l'arc, c'est possible. Mais enfin voilà, il faut essayer de réfléchir à ce qu'on peut faire et il y a forcément quelque chose à faire, il y a toujours des solutions. Moi l'avenir, c'est continuer à faire des conférences, continuer à faire des dédicaces. Là, après, bon, j'espère que mon 3e livre on finira par être édité et transmettre, transmettre, puis continuer à faire des compétitions, bien sûr, hein, parce que bon, je continue à faire des compétitions de nage avec palme, voilà, de continuer à être performant le plus longtemps possible pour être crédible dans mes conférences. Parce que c'est vrai que quand je dis que les choses sont possibles et que je peux faire la même chose que les valides, il faut que je sois crédible. Alors, j'essaie de rester performant. Ça va le col? Ça a l'air. Sachant que t'es parti avec les valides, ce monsieur à mon épaule m'est arrivé avant, hein. Ça les applaudit bien fort, je le répète. S'il n'a pas besoin de servir de ses bras pour nager, il le montre et là-dedans il est comme un poisson, c'est devenu un poisson, quoi. Mais il a une facilité de mouvement dans l'eau, une coordination qui est extraordinaire, franchement. En 1988, vous savez quel était le film qui passait à la cérémonie d'ouverture du festival? Ouais, Le Grand Bleu. Et j'étais sur les marches et j'ai vu monter toute l'équipe. Et quelques années plus tard, on m'appelle l'homme dauphin. Voilà. Donc je pense qu'il n'y a pas de hasard. Je dis que même si la vie ne vous fait pas de cadeaux, elle a le mérite de vous permettre de rebondir si vous restez positif. Voilà. Il faut rester positif.